Et nous sommes aujourd'hui avec un architecte citoyen sur le plateau de TV5 Monde. Merci Patrick Bouchin d'être avec nous. Ça vous convient cette qualification d'architecte citoyen? Oui, on est tous citoyens. Hein. Mais pas tous architectes. Alors vous êtes donc architecte, maître d'œuvre, urbaniste, scénographe et depuis 50 ans, je le disais tout à l'heure, vous bousculez les idées reçues dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme aussi. On vous doit notamment l'idée de l'architecture HQH pour haute qualité humaine, des réalisations comme le cirque PPCM de Bagneux, le réaménagement de sites industriels, hein, c'est un peu aussi une de vos signatures en espace culturel, comme le lieu unique à Nantes ou encore la condition publique à Roubaix. Une de vos idées majeures dans votre domaine, c'est de placer au cœur des projets urbanistiques ceux qui vont habiter et faire vivre ces lieux, l'idée d'une architecture collaborative et qui ne viendrait pas d'en haut en fait, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que quand même, quand vous dites on n'est pas tous architectes, moi je pense qu'on est presque tous architectes, parce qu'on est tous habitants. Et on est tous, on pourrait dire, on a tous expérimenté l'architecture. Donc on a tous un regard aussi sur... Oui, on a tous un avis, et les enfants y compris. Et donc c'est ça le tort, c'est d'avoir fait croire que ce métier était un métier de spécialiste, un métier de technicien, et un métier qui répondait à des besoins. L'architecture, c'est plus subtil. Et c'est pour ça que j'appelle ça haute qualité humaine, parce que c'est avant tout, voilà, pour les hommes. C'est les hommes qui décident de construire pour se protéger et montrer ce qu'ils savent faire. Alors moi, je crois qu'on pourrait, en effet, on l'a vu tout à l'heure pour la vaccination, hein, donc on peut former très vite des gens à la vaccination. On pourrait faire qu'il y ait un enseignement de l'architecture quotidien. Voilà. Mais c'est-à-dire à l'école ou... À l'école et dans la rue. Là, on a vu après une école dans la rue. On a donc vu une école... Ça vous a plu hein, d'ailleurs, ça hein. Non, mais c'est magnifique, parce qu'on a vu qu'une école, ce qui compte, c'est le maître, c'est pas le bâtiment. Et que peut-être un espace vide, c'est un espace qui a tous les possibles. Alors non, quand il y a de l'humain dedans, tout est possible, ça c'est sûr. Oui, mais surtout les architectes ne sont pas pour cette théorie, parce que ne pas construire et dire que c'est un métier d'architecte que de ne pas construire, moi je pense qu'au contraire, peut-être en construire moins, en faire moins pour en donner plus, c'est le but. Mais vous êtes fait remarquer justement sur cette question-là, parce que souvent sur de grands projets, il y a aussi de grosses sommes, de gros budgets. Vous, justement, vous essayez de faire en sorte que les budgets soient maîtrisés et ils sont en général plus bas que ceux qui sont en concurrence avec vous hein, sur les projets urbanistiques et architecturaux, non ? Alors déjà, moi j'ai très tôt fait ce qu'on appelle le réemploi, en réutilisant des bâtiments existants. Pour moi, je pense que c'est une économie de garder ce que l'on a, et c'est une économie écologique, puisque c'est consommer moins de matière. Ensuite, je pense qu'on peut avoir un confort peut-être moins prétentieux ou moins conventionnel, et avoir peut-être plus de bonheur à vivre. C'est quoi un confort moins prétentieux ? Par exemple, moi je pense que, vous voyez, le simple terme de dire faux plancher, faux plafond, tous les bureaux sont, vous y compris ici. Eh bien non, justement, nous on voit les câbles dans nos bureaux. En gros, tous les bureaux ont des faux planchers, des faux plafonds. On pourrait déjà supprimer les faux planchers et les faux plafonds. On pourrait rendre les fenêtres ouvrantes. Et donc, ce serait ça qui ferait la ventilation et non pas un moteur. Et puis, on pourrait peut-être avoir des températures variables, parce qu'une température dans une chambre, ce n'est pas la température du séjour et ce n'est pas la température peut-être du matin qu'on veut avoir au lever et pas le soir en se couchant. Et donc, si on avait, vous voyez, une architecture vivante, on aurait donc une architecture plus humaine et on aurait une architecture plus économique et plus en relation avec le temps. Et peut-être moins écrasante aussi. Je voudrais revenir justement sur cette architecture qui vient d'en haut, cette architecture, je crois, technocratique, hein, comme vous l'appelez, et non pas démocratique, comme vous l'appelez à ce qu'elle soit. Il y a à Paris des projets qui ont été très décriés à leur époque, ils le sont toujours aujourd'hui. Je pense au Centre Pompidou, hein, je pense également à la BNF ou l'Opéra Bastille sous François Mitterrand. Ces projets ont été d'une certaine manière imposés aux populations. Comment on peut faire pour que ceux qui habitent ces lieux, que ce soit Bastille, là je parle de Paris hein, évidemment, ou autres, puissent avoir aujourd'hui plus d'influence sur ce qui va être construit à côté de chez eux? D'abord, il y a le à côté de chez eux qui est peut-être un peu égoïste. J'avais donc proposé au maire de Paris, Bertrand Delanoë, pour le trou des Halles, quand il y a eu la réfection des Halles, de peut-être plutôt consulter la Seine-Saint-Denis que les habitants de la rue Montorgueil. Parce qu'il y avait beaucoup de gens de Seine-Saint-Denis qui viennent... Le cœur de la capitale est le cœur de toute la capitale, et donc du Grand Paris. Et donc on m'avait dit, mais non, c'est impossible et tout. Et c'est pas le charcutier, vous voyez, de la rue Montorgueil qui a un avis, mais c'est peut-être le jeune ou la jeune qui va draguer ou qui va acheter aux Halles. Et donc comme on ne fait pas ça, parce qu'on a un profond mépris pour ceux qui sont loin, éventuellement, et qu'on construit... La relégation en banlieue
notamment. Oui, voilà. et puis même, je veux dire, loin, vous voyez, c'est comme si on fait toujours des reportages les plus près de chez soi, ou des enquêtes les plus près de chez soi. C'est d'aller voir peut-être celui qui est le plus éloigné, qui ayant pris de la distance par rapport au sujet, a peut-être un point de vue plus juste. Je voudrais revenir aussi sur la crise du Covid-19 qui pourra annoncer d'autres crises sanitaires. Ça vous fait réfléchir, vous, justement, sur ce que pourrait être l'architecture de demain ou l'urbanisme de demain ? Écoutez, moi, je fais partie quand même des gens qui ont critiqué pas mal l'école, de pédagogues qui ont réclamé qu'il y ait des groupes de plus petite dimension. Et donc, on nous a toujours dit que ça n'était pas possible. Et là, on va donc devoir avoir des classes coupées en deux, éventuellement des volumes ventilés naturellement, des groupes qui vont s'alterner entre dehors et dedans. Ça fait très longtemps que je défends l'école du dehors. C'est plus facile d'apprendre la nature en allant dehors qu'en regardant dans des images dedans. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il faut toujours tirer parti d'un malheur. Et donc, le Covid, c'est un choc, mais en même temps, c'est un bien, parce que ça montre qu'on ne peut pas s'appuyer sur des choses préétablies, que tout peut être remis en cause du jour au lendemain, et on doit former les gens à s'adapter à des situations imprévisibles. Et donc les enfants là-dessus sont magnifiques. On le voit bien là dans l'école que vous avez projetée, c'est une image quand même magnifique. Il n'y a pas d'école, quelqu'un décide de faire une école sur un terrain où il n'y a pas de construction, et les enfants se battent pour aller à l'école. Vous voyez ? Donc on n'a pas besoin de faire de la discipline, ni de mettre des murs. Ils se battent pour être devant leur maître. Merci Patrick Bouchain. On va terminer sur ces très belles paroles. Merci à vous d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde.